On va respecter l'horaire, on va commencer à l'heure. Merci beaucoup d'être là. Après le déjeuner, pour la deuxième conférence du cycle Espace de travail organisé par le groupe Cardam pour ce CIMI. Pour ceux qui avaient la chance d'être avec nous ce matin, il y en a quelques-uns dans la salle, je les repère et je les remercie de leur fidélité. Vous savez que cette conférence, celle-ci, qualité des lieux, intensification des usages, s'inscrit donc dans un cadre d'un cycle de 4 rencontres, et elle s'inscrit également dans la continuité d'une première conférence ce matin, très intéressante aussi, sur le bureau présentiviste, terme qui n'existe pas. C'est ce qu'on retiendra. Alors que cette première rencontre s'interrogeait sur le pourquoi, et pourquoi nous nous rendons au bureau, pourquoi faire. La seconde conférence, celle de cet après-midi, questionnera le comment. Comment construire des espaces de travail souhaitables? Comment construire des espaces de travail désirables? Ce double sujet à la fois de la durabilité et de la désidérabilité de nos espaces de travail, j'ai réussi. Cette double approche nous servira de fil rouge. Il faut retenir également à ce sujet qu'elle a inspiré, comme ce matin, les fameux travaux du Club Cardam, toute une année durant, et dont Marc pense déjà à la prochaine édition pour l'année prochaine. Ça, c'était le scoop. Alors, laissez-moi vous présenter nos intervenants. Jean-Marie Sellerier, tu es directeur transformation immobilière, parce que je crois qu'on se tutoie, on se connaît depuis longtemps. Directeur transformation immobilière et corporate real estate au sein de la Française REM, qui représente, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, 4 millions de mètres carrés et 200 collaborateurs. Super. Mathieu Boussoussou, vous êtes directeur développement durable et innovation au sein du groupe Cardam. On est ravis de vous avoir également sur cette table ronde. Et Marc, on se tutoie tous, c'est super. Et Marc Berthier, tu es directeur études et prospective au sein de Cardam, et surtout le capitaine, on l'a dit, depuis 3 saisons du club Cardam, qui questionne le présent et le futur de nos chers bureaux. Alors, l'intensification des usages, peut-être premier tour de table sur comment vous l'interprétez à vos échelles respectives. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu, utilisé, peut-être des fois abusé. Marc, on va commencer par toi et par tes travaux au sein du club. Pourquoi avoir choisi en 2024 ce sujet? Quels sont un peu les résultats de vos travaux collectifs? Qu'est-ce que vous faites en vous réunissant plusieurs fois par an? Et puis, quel sens donnez-vous à ce terme intensification? Quelle interprétation à ton échelle? Merci Sandra. Bonjour. Donc, pourquoi l'intensification? C'est la suite logique des travaux de l'année dernière, où on s'était quitté sur ce double constat, qui était de se dire le vrai sujet de notre société, de notre époque, c'est la décarbonation, la trajectoire carbone. Si on fait l'analyse du cycle de carbone d'un immeuble, on s'aperçoit que 70% c'est la construction, 30% l'exploitation. Donc il faut qu'on optimise nos constructions, qu'on cherche à bien vivre dans les locaux existants. Et dans le même temps, un constat d'exploitation. Donc ça, c'est une courbe qui provient de chez Lisman, qui dit que si on regarde sur 5 jours de la semaine, les bureaux sont occupés à 50% du temps. Et si vous vous placez d'une autre logique, vous le faites sur 7 jours de la semaine, c'est 36% du temps. Donc on a là aussi un sujet d'optimisation, de comment on va chercher à résoudre notre problème de transition, et comment on va chercher à mieux occuper nos espaces. Et arrive ce concept d'intensification qui était apporté par le bureau présentiviste qu'a présenté ce matin Jérôme, qui est finalement comment mieux venir au bureau, comment on anticipe les venues avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été présentées, et de se dire finalement comment on peut penser ça. Et comment on définit cette valeur, cette intensification? Alors je suis embêté parce qu'il y a Léonore qui est là, enfin embêté dans le bon sens du terme. Donc Léonore qui a fait un IntensiScore, donc qui mesure l'intensité d'usage des immeubles. Et là, on propose, nous, une valeur d'usage, mais qui s'intéresse plus à ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Et on cherche à proposer de nouveaux indicateurs, de nouveaux KPI pour des directions immobilières, pour monitorer un immeuble. Quand on pense aujourd'hui à un projet, la première chose qu'on se demande, c'est combien de personnes, combien de postes. Combien de postes, on se rend très vite compte qu'ils se déplacent dans les étages, ils se promènent un petit peu, on en rajoute, on en enlève, donc très vite on ne sait plus. Combien de personnes, dès le début du projet, on ne sait plus. D'ailleurs, vous allez prendre 100 personnes au début du projet, 6 mois après, ça sera 110, et à la livraison, ça sera 132 ou 80. Donc c'est des indicateurs qui sont très flous et très difficiles à suivre. Donc ce qu'on propose, c'est de se dire, on va chercher à mesurer la quantité d'occupation. C'est-à-dire, en France, il y a quelque chose qui est bien fait, c'est la réglementation. Un immeuble, il a une jauge. Il a une jauge. Un plateau, vous avez le droit de mettre 50 personnes. Est-ce que j'ai eu 50 personnes tout le temps ou jamais?
voilà un indicateur qu'on peut suivre. C'est ça ce que j'appelle la quantité des occupations. Donc arrêtons de nous intéresser au nombre d'effectifs, de gens inscrits, de stagiaires, pas stagiaires, prestataires, pas prestataires, et j'en passe. Intéressons-nous à, j'ai le droit de mettre 50 personnes, est-ce que j'ai bien mis 50 personnes? Ou est-ce que je m'en suis approché? Parce que parfois c'est un peu au-dessus. Dans un deuxième temps, l'intensification, c'est regarder la qualité des occupations. Alors le meilleur sujet, celui qu'on connaît tous, c'est les grandes salles de réunion qui sont toujours vides parce qu'on ne fait que des petites réunions. 80% des réunions, c'est moins de 8 personnes. OK. Eh ben, on peut mesurer, et notamment grâce à tous nos capteurs, notamment, et à différentes techniques de sondage, le besoin de salles de réunion et créer une adaptation. Donc de réduire, par exemple, la taille des salles de réunion. L'objectif, c'est d'avoir une bonne qualité d'occupation, donc un espace qui est utilisé de 8 à 8, on va dire. Et quand il a 4 personnes, on aimerait qu'il y ait 3 ou 4 personnes. Ensuite, ce qu'on appelle le coût 3P, donc c'est dans le développement durable People Profit Planet. Donc de se dire, est-ce qu'on a des utilisateurs qui sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont rentables, donc bien occupés, correctement occupés? Et est-ce qu'ils sont durables, c'est-à-dire est-ce que je vais les avoir construits d'une certaine façon, avec certains matériaux, est-ce qu'ils sont bien chauffés, etc. Et la dernière chose pour mesurer cette valeur d'usage qu'on veut proposer, c'est d'introduire un EPS ou un Net Promoter Score continu. Et ça, c'est un de nos participants du club qui nous l'a soufflé, parce qu'il le fait déjà. Et finalement, il fait des campagnes régulières pour mesurer la satisfaction utilisateur. Voilà, c'est ça, c'est le NPS, enfin le EPS, le NPS, c'est la satisfaction de l'utilisateur. Ça voilà, mesure la satisfaction. Voilà, c'est des questionnaires. Donc, on a des questionnaires on en a élaboré un avec notre équipe R&D qui permet de mesurer sur les différentes strates de confort la satisfaction. Et donc, finalement, on arrive à créer un nouveau système vertueux qui doit permettre cette intensification des usages. Je te repasse la parole. Merci. Alors, et moi, je vais la repasser à Jean-Marie. Donc, tu vas lui repasser le micro, parce qu'on n'en a qu'un seul pour vous trois. Jean-Marie, comment tu conjugues le sujet de la qualité des lieux de travail avec celui de l'intensification des usages? Et puis, comment, au sein de la Française REM, tu entends et tu déclines la notion d'intensification avec notamment ce concept maintenant assez bien connu de Welcome avec un E by la Française qui se déploie en France et je crois depuis peu en Allemagne sur l'équivalent de 3,5 millions de mètres carrés. Merci Sandra. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une double casquette, donc j'ai passé en permanence de l'une à l'autre, effectivement. Pour le métier de la Française qui est celui de bailleur, principalement, moi je m'occupe des aspects de transformation et l'un des mouvements qu'on a initié, c'est de faire évoluer la façon dont on s'adressait à nos clients locataires. Et pour ce faire, l'acte fondateur, c'est de se dire que alors, je reviens juste un peu en arrière, mais nos clients, ce sont plutôt des PME. On n'a pas du tout des grands groupes, enfin on en a quelques-uns, mais c'est principalement des PME. Et la particularité, c'est que donc, nos interlocuteurs sur les sujets immobiliers sont souvent des DAF, des DG, en tout cas quasi systématiquement des gens qui ne sont pas experts. Donc le constat qu'on a fait initialement, c'est de se dire que finalement, on était plus experts qu'eux sur le sujet de l'environnement de travail et on avait cette obligation de monter en compétence pour être encore plus proche du conseil et leur simplifier la vie. Et là, je fais le lien avec ma deuxième casquette, c'est que j'ai parmi d'autres l'immobilier corporate du groupe. Donc on est une ETI, hein, la Française, c'est l'asset manager du Crédit Mutuel. Et on est 1000 collaborateurs sur 13 entités avec plus de 25 bureaux, etc. Donc on a les enjeux d'une entreprise moyenne. Et effectivement, on se rend compte en tant qu'utilisateur à quel point il est compliqué de monter un projet quand on a des moyens limités, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons de temps, tout simplement, ou de ressources, comme c'est le cas principalement. Donc c'est un peu cette double approche, mais c'est comme ça qu'avec Marc, on s'est rencontrés pour réfléchir à notre futur siège, qui est à l'horizon de 2028. Et pour répondre concrètement à ta question, mon enjeu d'intensification, alors chez la Française, c'est un peu moins un enjeu financier, ça l'est bien évidemment sur l'environnement, c'est avant tout un enjeu de convivialité au sens large. C'est-à-dire que rien n'est pire qu'un bureau à moitié rempli. Rien n'est pire qu'un bureau dans lequel je ne trouve pas de place. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de trouver, surtout quand on se projette à 2028 et puis après avec des évolutions d'effectifs potentiels, c'est de trouver la fine ligne de tension
qui permettra à mon espace, mon environnement de travail, d'avoir une cohérence et que ça donne toujours envie, tu parlais de désirabilité, de venir à l'ensemble de mes collaborateurs. Tu nous parles un peu de ton concept Welcome by La Française, justement. Ah ben, ça fait partie de ce conseil. Le conseil, c'est première étape, bien évidemment, poser un certain nombre de questions au client pour le comprendre. Deuxième étape, c'est lui faire l'aider sur un certain nombre de ses démarches. On a lancé comme ça il y a quelques mois le guide pratique du bureau, qui est le pas à pas d'un projet immobilier pour les non-experts. Et puis après, la troisième étape, c'est vous avez peut-être besoin qu'on vous recommande un certain nombre de prestataires. Et donc, on en a fait une présélection avec notamment Cardam pour l'Allemagne, Cardam Digital sur le catalogue français. Sont des prestataires, il n'y a absolument aucune obligation de passer par eux, mais en tout cas, ils ont le tampon La Française, on les a testés et on les approuve. Merci Jean-Marie. Mathieu Boussoussou, vous êtes donc directeur développement durable. Tu es directeur développement durable et innovation du groupe Cardam, j'ai du mal. Tu as une expression que j'aime bien, notamment dans le livre blanc, que vous allez pouvoir d'ailleurs télécharger à la fin de cette conférence, pour définir un peu l'intensification des usages, pour que chaque mètre carré compte. Alors dans quelle mesure cette intensification rend-il un lieu plus désirable et surtout plus durable? Et puis comment cela peut-il en vérité impacter l'empreinte carbone de nos bureaux? Alors bonjour à tous. Je vais démarrer par une slide un peu déprimante, pardonnez-moi, mais ça ira mieux une fois qu'on l'a passée. On est très déprimé en ce moment, donc tu peux y aller, vas-y. Donc le secteur de l'immobilier, c'est 25% de l'empreinte annuelle carbone de la France, c'est 44% des consommations d'énergie, donc c'est le premier poste, avec bien sûr tout un tas de passoires énergétiques, 5,2 millions, qui forcément génèrent une dévaluation des biens. C'est 42 millions de tonnes de déchets générés pour seulement 1% de ces matériaux qui sont réemployés sur les projets. Il faut aussi évoquer le sujet de l'artificialisation des sols. Si on continue à ce rythme-là, c'est l'équivalent du Luxembourg qui sera artificialisé d'ici 2030, avec tout ce que ça entraîne d'impact sur la fragmentation des espaces pour les animaux et l'espace végétal. Tout ça pour dire que le bâtiment, on en a besoin, évidemment. On passe 80 à 90% de notre temps dans les bâtiments. Donc on y dort, on y travaille, on se rencontre. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on prenne conscience que chaque mètre carré qu'on construit, justement, doit être fait en conscience, doit être questionné et doit avoir une utilité réelle. Paradoxalement, donc, il y a plein de stratégies qui se mettent en place sur tout ce qui est la conception bas carbone des bâtiments. Et comme l'a rappelé Marc, les bureaux sont occupés 30% de leur temps et on a 5,2 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France avec environ 3 millions de logements vacants au niveau national. Donc la question se pose de, oui, on dépense énormément quand on construit et on a finalement un objet qui est sous-utilisé. Donc voilà le paradoxe. Pour faire le lien avec le carbone et sur le volet exploitation du carbone, puisque c'est de ça dont il est question, les entreprises vont surtout mettre des stratégies pour gérer l'impact carbone de l'énergie. Donc c'est des politiques de gestion de l'énergie, donc on en a plusieurs. Ça peut passer par des équipements d'énergie renouvelable sur le bâtiment, des équipements faible consommation, ou bien des politiques dédiées, par exemple les politiques d'économie d'énergie type fermeture des bureaux le vendredi. Alors on va grappiller quelques pourcents sur le carbone, pas grand-chose, mais on se retrouve surtout avec un bâtiment qui est inutilisé, qui est vide. Et donc tout ça, c'est pour répondre à tout un tas de réglementations, décrets tertiaires, bilan carbone et stratégie climat qui vont avec, et puis évidemment pour générer des économies de charge. Alors, le lien avec l'intensification, puisque c'est le fond du sujet. Alors à l'échelle du territoire, la meilleure économie, c'est de ne pas construire en fait ce dont on n'a pas besoin. Donc c'est l'idée de pouvoir multiplier les usages sur les bâtiments qui sont sous-exploités par rapport à leur nombre d'utilisateurs et donc de réduire la demande globale en construction neuve. Je prends l'exemple par exemple de Zenpark, qui est plus une start-up, vous connaissez peut-être maintenant, qui fait du foisonnement de places de parking.
Et donc, sur des programmes immobiliers, ça permet de réduire la taille de l'infrastructure, qui a quand même un certain poids carbone, voire de la supprimer, parce qu'on va pouvoir s'appuyer sur les places qui sont disponibles à certaines heures de la journée de manière locale. À l'échelle du bâtiment et donc de l'entreprise, l'idée c'est de se dire que plus on va utiliser le bureau, plus on va utiliser les mètres carrés et plus vite on va amortir en fait le bâtiment. C'est une logique qu'on peut retrouver dans le monde des transports. Par exemple, si je prends la voiture, vous comprenez bien que si vous faites le trajet tout seul ou si vous embarquez Micheline et Robert, ça n'a pas du tout le même impact. Vous allez produire à peu près le même impact carbone, mais ça n'a pas la même efficience. Et par exemple, dans les transports type ferroviaire et d'autres, on rapporte souvent en fait l'impact carbone au nombre d'utilisateurs, au nombre de voyageurs qu'on a transportés. Donc c'est la même approche qu'on souhaite avoir au niveau du bâtiment. Merci Mathieu. Alors, on a parlé dans cette première partie de la théorie. On peut peut-être passer à la pratique. Aujourd'hui, l'espace de travail est de plus en plus perçu comme un service. L'idée de l'espace serviciel repose d'abord sur la transformation des environnements de travail en ressources dynamiques, flexibles, modulables, puisque capables de s'adapter en temps réel aux besoins changeants des occupants. Un bureau intense, ça ressemble à quoi, Jean-Marie Sellerier et Marc Berthier? À la Française REM, ce bureau intense dont vous avez défini les contours, vous le déclinez d'ailleurs avec le groupe Cardam. Comment? Où? Et avec quelles contraintes, notamment réglementaires? Merci. Je vais commencer rapidement par le comment et après Jean-Marie pourra témoigner de la vraie vie. Donc si je reprends ce qu'on se disait sur la valeur d'usage, ça c'est vraiment, on rentre dans le cœur des résultats de nos travaux. La première chose à bien comprendre, c'est que si on veut flexibiliser, si on veut intensifier, il faut déjà flexibiliser l'occupation. En fait, la première chose aujourd'hui qu'on fait quand on aménage un immeuble, c'est reproduire le bail 369 à l'intérieur. On n'arrête pas de dire dans l'immobilier, c'est immobile, c'est à cause du bail, mais en fait non, c'est immobile à cause de notre manière de faire. Parce que le moment où je commence le projet, la première chose que je vais faire, c'est aller faire la tournée des popotes. Bonjour Frédéric, dans ton équipe, 12. Frédéric, 12. Bonjour Sophie, dans ton équipe, 10. Sophie, 10. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, je vais faire tout mon projet sur ça. Sauf que ce que je vous disais, à cause du temps long, ou grâce au temps long de l'immobilier, le moment où je vais arriver, Sophie, elle sera 15 et Frédéric, il sera 27. Et donc là, on a un vrai problème. Il faut entrer le temps dans la conception. Donc c'est passer de cet anachronisme méthodologique, ça c'est un concept en architecture qui existe depuis les années 70. Il y a une grande théoricienne qui s'appelle Françoise Choët qui avait pondu tout un bouquin là-dessus, qui nous explique qu'en fait, quand on produit l'architecture, à partir du moment où on l'a fait, elle est périmée. C'est à cause de notre manière de faire. Et donc, si vous regardez les théories d'architecture paramétrique, ils vous parlent de conception 4D, donc c'est de la 3D, donc la largeur, la hauteur et la longueur, plus le temps. Donc comment on introduit ce temps? Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de s'intéresser aux équipes et aux directions, il faut s'intéresser à des moments de venue. Pourquoi je viens au bureau? C'était tout l'objet de ce que présentait Jérôme ce matin. On vient au bureau pour venir travailler en groupe, pour maintenir les liens dans le groupe, pour créer des liens, pour entretenir son réseau, ou tout simplement parce que chez moi, je n'ai pas envie de rester, ou c'est pas confortable, je ne travaillerai pas bien. Donc on s'intéresse à des moments de venue. Ces moments de venue, soit je viens de façon groupée, soit je viens de façon individuelle, pour faire ce que je veux. Et donc une fois qu'on s'intéresse à des moments de venue, on change de paradigme, on n'a plus besoin de faire des territoires d'équipe, de reproduire des mini-baux 369 dans nos immeubles, on produit des scénarios d'usage. Donc Marc, il va venir tous les mercredis pour participer au rituel de son équipe. Donc le mercredi, il sera rangé, stocké dans cette pièce et il va y passer son temps et il sortira de façon plus rare. Le jeudi, je vais venir parce que, je ne sais pas, je ne peux pas rester chez moi pour je ne sais quelle raison. Et ben, je vais venir au bureau. Et donc là, je vais aller dans un espace de coworking interne à l'entreprise, un corpo working, un open space, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais m'installer là et j'irai peut-être dans une salle de réunion. Et donc c'est ça les scénarios d'usage, c'est d'essayer de se dire pourquoi je viens au bureau et comment. Et donc finalement, on va arrêter de spécialiser l'espace, donc la zone de Frédéric, la zone de Sophie, on va faire des écosystèmes, donc des moments autour de ces moments de venue. L'autre chose qui est aussi importante, c'est de se dire que si on veut que les gens viennent, il faut valoriser les besoins spécifiques. Il faut rendre le bureau distingué du domicile. Aujourd'hui, ce qu'on fait quand on fait un projet, c'est on prend les territoires, sauf que les territoires, on les veut les plus gros possibles, et il n'y a plus de place pour la bibliothèque du juridique, le stockage de la com, patin couffin. Et en fait, c'est ça qui fait que je vais venir au bureau.
En fait, je ne vais pas venir au bureau pour retrouver un poste de travail comme chez moi. Je vais venir au bureau parce que je vais trouver une matériothèque, je vais retrouver ma documentation, je vais retrouver. Donc de mettre en valeur tous ces espaces spécifiques qui font finalement la chose qu'on a en plus au bureau. Ça, c'est d'autant plus vrai dès qu'on quitte Paris-Centre, où les logements sont assez grands, où finalement, avec le poste de travail, vous aurez du mal à rivaliser. Mais là où vous pourrez rivaliser, c'est de retrouver des espaces ressources. Donc c'est ce qu'on appelle les espaces ressources space, parce qu'on reprend un schéma de Robaris, nous dire valoriser ces espaces. Et une fois qu'on a fait tout ça, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut changer aussi notre mindset dans la manière dont on va gérer le space planning, au lieu de se dire, pour la direction de Frédéric, sont 12, donc à l'année, je vais leur refacturer 12 sur 300, par exemple. Et en fait, je vais pouvoir flexibiliser et trouver un autre moyen. Il y a des systèmes de tokens qu'on avait explorés, il y a des systèmes finalement à l'usage. Donc il y a différents, on paye à l'utilisation, on paye à la satisfaction. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour flexibiliser ces coûts et retrouver des clés qui sont plus durables. Et c'est un peu pour nous ce qu'on essaie de se dire, c'est dans un premier temps, il faut intensifier en interne les usages, c'est-à-dire changer notre manière de concevoir parce qu'elle est nécessairement anachronique et donc génère de la sous-occupation. Donc c'est ce qu'on vise pour 2030, c'est la première étape. Et après 2050, donc là on s'est calé sur les objectifs carbone. Si on se dit on veut atteindre le net zéro, 2050, dans le bâtiment, comment on peut faire pour l'atteindre? Une fois que j'aurai intensifié en interne, je vais pouvoir ouvrir au partage avec les autres, parce qu'on voit qu'ouvrir au partage, c'est compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc 2030-2050 avec des étapes et une projection quand même sur le long terme. Jean-Marie, parle-nous un peu de la vraie vie donc, et de cet ensemble immobilier. Alors, après la théorie, la pratique, exactement. Ça ne se passe pas du tout comme ça, Marc. Pas du tout. Non, j'aime bien travailler par analogie, et il y en a une que je reprends souvent dans l'immobilier. Un immeuble, ça coûte très cher, et généralement, on l'amortit à peu près sur 50 ans. Et il n'y a pas beaucoup d'objets qui ont ces caractéristiques-là. Il y en a un, c'est le porte-avions. Un porte-avions, c'est à peu près la même durée de vie, des investissements significatifs, beaucoup de complexité technique, un peu plus qu'un bâtiment, quoique. Et il y a une particularité, c'est que, comme tu l'as très justement rappelé, donc l'immobilier crée de l'obsolescence. Notamment, je ne parle même pas d'une tour à la Défense, où entre le premier coup de concept et la fin, il y a 12 ans qui se séparent, quoi. Donc là, on est vraiment dans un énorme enjeu. Et les porte-avions, ils ont résolu la chose, puisqu'ils ont généralement entre 5 et 10% du volume des porte-avions qui sont conservés pour justement des systèmes, peu importe lesquels, mais qui arriveront dans le cours de la conception. Et malheureusement, on est dans un monde où tout est mesuré, quand on est dans le monde privé et le monde économique, et donc on ne peut pas se permettre ça. Et c'est une grave erreur dans notre... enfin, en tout cas, ça a beaucoup de contraintes de ne pas pouvoir accepter l'incertitude. Alors que je pense que le contexte, notamment climatique, devrait plutôt nous faire réfléchir à comment accepter et intégrer cette incertitude. Mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse dans le quotidien, c'est que face à des concepts, notamment comme la chronotopie, qui sont séduisants intellectuellement, il y a une réalité. Cette réalité, elle est sociologique. C'est que les limites, les frontières nous rassurent. Et que oui, on pourrait partager notre espace avec les voisins, avec des gens de passage, etc. Mais au final, le fait d'avoir des territoires, et je le vois notamment quand je fais passer des équipes au flex, le fait de conserver des territoires est absolument essentiel. Donc aujourd'hui, on est en train de partager des bureaux avec des gens qu'on connaît, relativement de façon intime, les collègues. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Et je pense que quand on entend des potentiels retours en arrière, on en entend encore, eh bien, c'est représentatif de notre non-volonté d'aller dans cette direction-là. Donc je pense que c'est une politique des petits pas. Je ne sais pas jusqu'où on ira par rapport à ce qui est théoriquement possible, mais je crois qu'il y a un très très grand chemin et que le sujet, voilà, il est surtout dans la barrière psychologique qui prend énormément de temps à être acceptée. Tu nous parles un peu peut-être d'un projet sur lequel vous travaillez ?
Sur l'un des projets, donc qui est un projet confidentiel, mais qui est dans le cœur de Paris et dans lequel on se projette pour 2028. Un indice énorme dans le cœur de Paris. Exactement. J'en ai peut-être un peu trop dit déjà. Je pense, avec beaucoup de contraintes, 6 immeubles existants, donc pour pas créer du neuf. Bien évidemment, des planchers qui ne sont pas au même niveau. Enfin, vraiment le timing parfait avec le PLU bioclimatique. Enfin, tout ce qu'on aime. Bon. Mais si on regarde sur l'aspect vraiment intérieur qui est espace de travail, on a essayé de retranscrire cette théorie en travaillant ensemble avec ce que moi j'appelle la théorie de l'oignon, c'est-à-dire d'avoir différentes couches qui représentent les différents niveaux d'intimité et de confidentialité. Donc on part de l'endroit où nos collaborateurs travailleront, où ça sera leur territoire, si ce n'est individuel, celui d'équipe, où ils peuvent maîtriser cette confidentialité. Et puis après, alors, il n'y a pas d'espace particulièrement innovant, vous les connaissez tous, on a évoqué quelques-uns, les bibliothèques, les services de soins, de santé, salles de sport, salles de réunion, bien évidemment, je ne sais plus quel est le ratio, mais on en a mis une sacrée tartine. Et voilà, et on raisonne comme ça, par couches d'oignons successives, pour se dire que finalement, les moments de vie, les moments de travail du salarié, eh bien, il pourra les lire selon cet axe-là, et de se dire, voilà, quel est le niveau de confidentialité ou d'intimité que je veux pour mon travail ou pour la tâche que j'ai réalisée. Merci Jean-Marie. On reparlera d'oignons à la fin de la conférence, si tu le veux bien, et de cuisine. De recettes. Et de recettes, oui. Alors dans ce projet, il y a un enjeu important, c'est la captation du carbone et un élément extérieur perturbant le PLU B, bioclimatique. Mathieu, tu proposes une nouvelle comptabilité carbone avec cette nouvelle manière de faire du space planning qui permettrait de réduire le facteur d'émission de mètres carrés occupés de l'ordre de 25%. Comment tu raisonnes et comment cette proposition résonne-t-elle aux oreilles des acteurs de l'immobilier de bureau ? Elle est là. Voilà. Alors oui, c'est de la comptabilité carbone, mais c'est aussi la réalité des entreprises, en fait. Et aujourd'hui, si on reste comme ça, l'intensification des usages, c'est potentiellement un frein pour la décarbonation des entreprises. Pourquoi ? Parce que si vous faites venir plus de gens chez vous, il y aura plus de consommation, plus d'énergie consommée et donc plus de carbone dépensé. Et donc pour le reporting entre guillemets de l'entreprise, c'est pas très bon. Elle va, sur Scope 2, techniquement, va augmenter. Alors ce qu'on propose de faire évoluer, déjà sur cette question de consommation énergétique, tout simplement, c'est d'allouer en fait les parts de consommation à chacun des acteurs qui viennent dans mon bâtiment. Alors ça peut passer par des équipements digitaux, par des compteurs par exemple dédiés, des détecteurs de présence. Et l'idée c'est de savoir qui consomme quoi et où, à quel moment. Ou bien plus simplement d'utiliser des ratios en fait au nombre de personnes utilisatrices. Et donc ça va permettre aussi de faire diminuer le scope 2 de l'entreprise au plus près de sa consommation réelle. Sur la partie amortissement des mètres carrés, on se propose en fait de faire diminuer le facteur d'émission de 25%. Pourquoi ? Parce que en fait, dans les études qu'on a menées au sein du club Cardam, on a estimé que le potentiel moyen d'intensification sur nos espaces de bureau était de l'ordre de 20 à 60%. Et c'est en lien aussi avec des retours d'expérience qu'on a eus, par exemple de Novaxia sur son siège 45, qui dit que moi, mon bureau, il y a comme un 5e trimestre qui a été généré. Donc ça ferait passer donc le coefficient facteur d'émission de 650 kg carbone équivalent par mètre carré à 487,5. Ça a l'air de rien. Mais en tout cas, en faisant avancer cette comptabilité carbone, on peut faire de l'intensification des usages une nouvelle corne, en fait, une nouvelle stratégie pour les entreprises pour accompagner les politiques de décarbonation. Merci Mathieu. Tu voulais revenir, Marc, un instant sur un des graphiques qu'on a diffusé mais qu'on n'a pas commenté, celui des porosités du socle étendu. Il faut que tu nous traduises un peu là quand même. Oui, ça c'est un schéma d'oignon. Donc voilà, non, c'est le schéma qu'on a construit avec Jean-Marie et je pense que ça vaut le coup de revenir un peu dessus parce que c'est vraiment pour ce schéma à vocation à répondre au sujet que propose Mathieu parce que
Le vrai sujet, c'est quand on intensifie les usages, on consomme plus. Vous ouvrez vos bureaux le dimanche, vous consommez 10% de plus. Et aujourd'hui, quand nous, on se promène chez nos clients, ils sont très fiers de mettre une affichette. Grâce à la fermeture du vendredi, on a gagné 10%. Donc quand on leur parle de ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement du calcul finalement du carbone pour valoriser. Parce qu'aujourd'hui, le carbone, c'est le mien, c'est celui que je consomme, et celui des autres, finalement, je ne sais pas le reporter sur quelqu'un d'autre. Donc si moi j'ai mon bureau et que je le prête à quelqu'un, c'est moi qui vais prendre son carbone. Donc je ne vais pas être vertueux. Il faudrait que je puisse lui redonner. Et donc c'est ça tout l'exercice. Et toute la conception qu'on a fait avec Jean-Marie, qui était très modeste, c'est comment on se dit qu'en 2028, voire plus tard, dans 2038, son immeuble sera capable de faire de l'intensification. Donc il y a toute une stratégie d'oignon qui part des espaces de travail des collaborateurs, qui sont les espaces bleus, les multi-use workspace. Je viens comme je veux, j'ai mes espaces qui sont les espaces privatifs. Et ça, on sait que jamais, entre guillemets, ils seront partagés. D'autant plus que vous êtes une banque et donc vous êtes contraint à l'AMF, donc à l'autorisation, la régulation des marchés financiers. Donc c'est finalement presque une chance dans ce projet, parce que ça permet de se dire on va fermer des espaces. Après, il y a des espaces de réunion. On peut les mutualiser. C'est une première couche. On va les mutualiser entre les entités. Vous avez dit que ça en a 13. On va les mutualiser. Et après, peut-être qu'un jour, la conception de l'immeuble, on a aussi fait en sorte qu'elle soit mutualisable à d'autres. C'est-à-dire que je peux accéder aux salles de réunion de façon indifférenciée de l'immeuble. Je peux rentrer dans l'immeuble, monter au 3e, aller dans une salle de réunion sans avoir accès aux autres espaces. Donc là, il y a un vrai sujet de gestion des flux, de sûreté, de sécurité. Et après, il y a la logique du socle qu'on a beaucoup travaillé aussi sur ce projet, qui est de se dire qu'est-ce qui se passe quand je rentre. Déjà, comment mon immeuble est connecté à la ville, parce qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau, c'est assez opaque à la ville, on ne sait pas ce qui se passe dedans. On ne sait pas trop comment, si je rentre, qu'est-ce qui va se passer. Ce n'est pas l'endroit le plus accueillant, pas toujours. Et donc, finalement, de créer ce qu'on appelle les façades urbaines, ensuite des lieux d'accueil. Et là, on a eu des grandes discussions sur jusqu'où on peut rentrer, qu'est-ce qui se passe. Comment on fait un café dans cette zone, parce qu'il y a le café avec la tarification sociale aidée par l'entreprise et la tarification publique, entre guillemets. Après, des espaces, c'est poser la question de l'ERP avec les différentes catégories. Et après, les espaces de service, donc ERP ou non. Et donc, peut-être, Jean-Marie, tu peux... Non, mais tu as tout dit. Tu as tout dit, mais non, c'est ça. Et alors, en plus, on a une particularité, c'est qu'on est certes une banque, mais on est une banque mutualiste, puisque c'est le Crédit Mutuel au-dessus de la française. Et donc, il y a cette notion de peut-être pas de mutualisation, mais en tout cas où chaque acteur est aussi sociétaire et donc un peu porteur du projet. Bon, je vous rassure, quand on parle de banque ou d'AMF, ce concept-là, il s'arrête très rapidement et la rue qu'on conçoit, elle va être privée et fermée très très rapidement. Hein. Donc, il y a des réalités, mais comme tu l'as dit, c'est essayer de se projeter en disant et si demain on voulait ouvrir, il faut qu'on puisse le faire. Alors ne va pas trop loin et ne va pas trop vite, puisque c'est un peu le sujet de notre dernier tour de table sur l'intensification des usages, jusqu'où on peut aller ou jusqu'où imaginez-vous aller. Il suffit, enfin là c'est le moment de se projeter un petit peu avec cette tendance à l'intensification qui va incontestablement se poursuivre à l'aune de toutes les modifications qu'on a évoquées ce matin, mais qu'on ne cesse d'évoquer sur le lieu de travail. Jusqu'où pousser cette intensification à la fois dans l'espace, dans le temps et dans le lieu. Marc, tu as beaucoup planché sur cette théorie originale. Alors, à qui appartient cette théorie de l'oignon, hein? Je ne sais pas si c'est la tienne ou si c'est celle de Jean-Marie, mais en tout cas, elle part de l'intimité du collaborateur pour se déployer ensuite à l'échelle du collectif et adresser, on l'a dit, le quartier, la ville, l'extérieur, avec la vocation, à terme peut-être, un jour, je ne sais pas, de recevoir des clients du public. Je sais que ça a été un sujet important aussi au niveau de vos réflexions au sein du Club Cardam. Quelle est un peu ton idée en la matière? Jusqu'où aujourd'hui, on peut aller très loin. Et Léonore, quand tu as présenté ton travail, tu l'as montré avec différents exemples. Hein. La réglementation permet déjà, de faire beaucoup de choses. Par exemple, dans nos bureaux à Lyon, on a les bureaux du cœur qui viennent. C'est une association qui participe à la réinsertion de personnes, donc qui s'intéresse au moment où vous êtes en reprise d'emploi. Et donc vous cherchez un logement dans votre nouvelle ville et vous devez trouver un endroit. Et sauf que pour trouver un logement, il faut donner 3 fiches de salaire.
Sauf que quand vous avez eu un parcours un peu avec une difficulté, vous ne les avez pas. Mais il faut bien vous loger en attendant. Et donc les bureaux du cœur s'insèrent dans ce moment-là précis de la vie, donc au moment du retour à l'emploi. Et l'idée, c'est d'ouvrir les bureaux. La nuit? La nuit à des personnes. Donc on signe une convention. Donc on définit que la personne, l'arrivée se fait entre telle heure et telle heure, et le départ c'est telle heure le matin. Et voici les règles, les espaces. Donc en fait, on peut faire déjà des choses aussi qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui finalement changent beaucoup finalement. Et dans les bureaux du cœur, ce qu'ils disent, c'est que ça fait un gain économique. Je crois que c'est 10 000 euros par personne accueillie de mémoire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet de ne pas construire d'infrastructures dans la ville. Donc en fait, on peut aller très loin, on peut repenser la logique urbaine. Donc la réglementation permet de le faire. On pourrait aussi imaginer dans les baux, si vous regardez dans les destinations, dans les PLU, il y a des destinations principales et vous avez des destinations secondaires. Donc par exemple, dans une destination de bureau, très souvent, vous avez le droit de faire du logement à condition qu'il soit rattaché au bureau, tant que ça ne dépasse pas la majorité. En fait, on peut commencer à faire des choses. Donc petit à petit, en fait, il y a plein de choses qui existent. Il y a le sujet de l'ERP, qui est un vrai sujet de limite sur en fait, la gestion. Mais il y a aussi des participants dans notre club. Donc par exemple, chez Blablacar, donc Muriel Havas, qui n'est pas là, qui aujourd'hui déjà reçoit des AG de commerçants de son quartier, des AG de copropriétaires. Elle nous en avait parlé l'année dernière. On en a déjà parlé. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est moi je suis code du travail, mais je le fais quand même. Parce qu'en fait, je m'organise pour le faire. Juste à leur envie, en fait. Parce que ça fait partie de sa mission. Non, mais c'est la même chose, en fait, les bureaux du cœur, quand on présente, les bénévoles présentent, en fait, la première chose, c'est on voit tout de suite, ça va se faire, ça va pas se faire. En fait, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Donc jusqu'où on peut le faire aujourd'hui, on peut finalement aller assez loin parce qu'on a les outils. Et en fait, souvent, c'est des mauvaises conceptions qui nous empêchent de le faire. D'où le schéma qui est ici et qui est très important, malgré son aspect d'oignon un peu bizarre, qui est finalement peut aller assez loin. Assez loin, ça veut dire aussi peut-être, là tu as parlé des bureaux du cœur, mais faire entrer aussi, je ne sais pas moi, le public, les passants dans la rue, dans un immeuble, ça peut aller jusqu'à où en matière d'hybridation des usages et de mélange des flux et des populations? Dans la Trump Tower, on peut monter jusqu'au 3e étage en libre flux. Ah, moi je suis restée qu'au rez-de-chaussée. Ouais. Il y a des super commerces, c'est très très beau. Non, mais en fait, c'est des modèles qui existent. Si on sort de France, on va aux États-Unis, au Canada, par exemple. Au Canada, il y a les villes souterraines et on peut rentrer dans les immeubles. Vous pouvez rentrer dans les tours de bureaux, vous montez assez haut. Il n'y a pas besoin de badge. En fait, c'est très mixte. Et par exemple, on avait travaillé aussi avec REM, qui travaille sur la tour Open à la Défense. Et eux, ils ont réfléchi à une nouvelle manière d'organiser leur baux. En fait, ils ont mis un bail commercial avec un ERP au rez-de-chaussée et un ERP et un bail commercial en haut. Donc toutes les quotes-parts de services de l'immeuble sont dans ces baux commerciaux. Donc ça fait des loyers faciaux moins chers pour la partie de bureau. Et ça fait aussi des espaces ouverts à la ville. Donc on peut faire plein de choses. Il suffit de vouloir et de le faire aussi. Cette conception d'hybridation, ça pose aussi des enjeux en matière de sécurité, de confidentialité. Vous les avez abordés tout à l'heure à tour de rôle. Elle invite aussi à repenser la gestion des contraintes et les règles de gouvernance. Tout n'est pas aussi, il faut le vouloir, mais aussi il faut le pouvoir. Jean-Marie, compte tenu de ton actionnariat bancaire dont tu nous as rappelé un petit peu les tenants et les aboutissants tout à l'heure, cette conception du bureau ouvert sur le monde et sur la ville, c'est envisageable ou c'est simplement peut-être un peu de l'ordre de l'utopie? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, ça c'est assez clair. Je rebondis sur ce que tu disais. La gouvernance aujourd'hui est dictée beaucoup par les contrats. On évoquait la contrainte du bail commercial. Oui, c'en est une. Mais je vais t'en donner une autre, c'est la durée d'amortissement des aménagements ou du mobilier. Ça aussi, c'est une contrainte. On a, à la française, on a lancé il y a 2 ans le bail agile, qui est justement un bail commercial qu'on peut terminer à n'importe quel moment. La principale contrainte, elle est là. C'est, OK, j'ai toute liberté, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir l'utiliser? Voilà, c'est quasiment une question philosophique. Mais derrière, la comptabilité vous rappelle à l'ordre assez rapidement, et notamment le fait que beaucoup d'aménagements soient amortis chez nous, c'est 10 ans, par exemple, une cloison. Donc il faut l'expliquer très, très clairement. Sur l'ouverture,
Clairement, nous, on ne peut pas être là aujourd'hui, mais la question, c'est plutôt la trajectoire, si on est optimiste. C'est celle de où est-ce qu'on pourrait être, peut-être un jour. Et là, je reviens un peu à mon point précédent, mais je crois que c'est celui, en tout cas, qui moi, me parle pas mal, on n'est jamais plus plastique que le cerveau de ses collaborateurs. Et ça marche par à-coups. À titre personnel, je l'ai vu beaucoup. J'ai vu une marche post-Covid et déploiement du télétravail, où j'ai vu qu'il fallait que je fasse évoluer mes méthodes de management. J'ai vu mes pairs, mes collègues, mon COMEX faire évoluer aussi leurs méthodes. Et je pense que ça, ce sont des marqueurs qui nous font accélérer dans une capacité à nous organiser différemment. Et à nouveau, l'immobilier, c'est avant tout du territoire. Et du coup, on est limité par ça. Donc, une trajectoire, combien de temps, je ne sais pas. Un chemin, une trajectoire, mais pas une réalité à portée de main. Pas pour vous. Mathieu, au-delà du seul sujet du carbone, l'intensification des usages, c'est aussi un véritable levier de bénéfices écologiques, mais aussi un puissant vecteur de lien social. C'est une pratique aussi qui s'inscrit parfaitement dans les stratégies ESG des entreprises. Quelle est ton analyse, quelle est ta prédiction du point de vue du futur des bureaux, si on se place un peu sur cette troisième partie et sur un peu ce qui nous attend demain en matière d'ouverture? Alors c'est vrai que le S de la RSE est souvent un petit peu le sujet le moins traité aujourd'hui par les entreprises, mais face à la crise et des inégalités qui se creusent, l'immobilier doit prendre ses responsabilités et traiter ses problématiques sociétales. Et je pense que l'intensification des usages est vraiment un levier pour libérer un peu le potentiel de l'immobilier. Alors on en a parlé, il y a évidemment des bénéfices écologiques, carbone, réponse aux objectifs du ZAN, mais il y a aussi des bénéfices sociaux et sociétaux. On cherche à amener une mixité programmatique, que ce soit au niveau du bâtiment, voire même du quartier, qui vont apporter différents usages. L'habitat, on a parlé, le commerce, l'alimentaire, etc., la culture. Qui vont amener des frottements et donc plus de vie à différents moments de la journée, puisqu'on parle de chronotopie. C'est également l'occasion d'apporter des nouvelles formes de solidarité, de sociabilité, puisque c'est différents publics qui vont se croiser également. On évoquait tout à l'heure le bureau des cœurs. C'est aussi le rôle de l'immobilier en tant qu'utilité sociale, parce que le bureau des cœurs, c'est pas seulement donner accès à une personne pour la nuit, c'est également aussi une des interactions qu'il va y avoir entre des collaborateurs et une personne qui va être dans le besoin pour se réinsérer. Donc voilà, c'est tout ça qui est derrière. Donc je pense que c'est vraiment en fait un sujet qui va permettre d'incarner véritablement une politique RSE et de rendre fiers ses collaborateurs. Voilà. Merci. Peut-être à tous une question sur l'avenir du bureau. Est-ce que l'intensification, c'est ça l'avenir du bureau? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme tendance forte? Marc, peut-être au sein de ton club, ou Jean-Marie? Jean-Marie, tu fais partie du club Cardam? Quelle chance! Quelle chance! Et donc, peut-être tous les deux, vous exprimer un petit peu sur les tendances que vous voyez déjà à l'œuvre aujourd'hui pour demain, en dehors de l'intensification dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et dont on reparlera aussi demain avec toi, Éléonore. Rapidement, et puis toi, tu nous feras une superbe ouverture. Nous, en fait, la réponse, l'intensification, c'est la réponse à la pénurie des ressources. Et il y a plusieurs types de ressources. Il y a les ressources écologiques, et ça, tu en as parlé, je pense que tout le monde l'a bien en tête. Il y a un deuxième aspect de pénurie dont on parle moins, qui est la pénurie de temps et de talent. Et ça, elle s'exprime par la pression qu'on a, par exemple, en ce moment sur les loyers parisiens, parce que tout le monde veut se reconcentrer. Donc c'est une forme de ressources. Puis la troisième ressource, c'est la ressource financière. Alors, il y a les entreprises, notamment celles qui se remettent dans le cœur de Paris, qui ne sont pas forcément les plus sensibles à l'augmentation des loyers. Mais il y a aussi un deuxième aspect, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est que par vagues concentriques, si on prend l'exemple de Paris,
les loyers se détendent. Et donc, vous avez des enjeux d'intensification quand ça vous coûte cher, quand il y a une inflation sur l'énergie. Mais si les loyers rebaissent, si l'énergie se restabilise et qu'on vous dit à loyer égal, vous allez pouvoir vous étendre, je ne sais pas si tout le monde va aller chercher de l'intensification, quand bien même ça soit le sens de l'histoire. Marc, un peu de promo aussi pour les travaux de ton club et puis pour voilà. Hein. Donc l'avenir. Alors il y a ce sujet d'intensification qui est pour nous finalement une réponse par l'usage des grands enjeux qu'on va voir qui sont le net zéro pour 2050. Et finalement, derrière cette intensification, ce qu'on voit apparaître dans tout le travail qu'on a fait cette année, que vous pouvez télécharger avec ce QR code. Minute pub. Voilà. En fait, on voit apparaître une nouvelle situation de production de l'architecture. Parce que historiquement, l'architecture, elle est produite dans un dialogue entre un commanditaire et un utilisateur. Et on va négocier. Donc, par exemple, on va voir pour un bureau... L'exemple, c'est on fait un atelier avec des collaborateurs. Bonjour, quelle couleur vous voulez votre moquette? Je prends cet exemple, on peut faire plein d'autres choses, mais ça simplifie l'exemple. Ok, rouge, vous voulez rouge? Bon, bah, allons-y pour rouge. La direction n'est pas d'accord, on finit à rose. Fine. Le sujet n'est pas là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans un immeuble BREEAM. Et dans un immeuble BREEAM, votre moquette doit respecter un certain nombre de critères, dont la réflexion de la lumière, le fameux facteur jour. Donc votre moquette sera grise ou beige. Et c'est ça en fait ce qui est en train d'arriver à toute vitesse, c'est qu'en fait, et l'intensification en est un exemple, c'est qu'on est en train de réfléchir à la production d'espace avec un troisième interlocuteur qui est le développement durable, qui va nous demander, nous forcer à faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire. Ça c'est si on le prend du mauvais côté, ou qui dans l'autre sens va nous créer des opportunités pour faire autrement. Et c'est un peu le projet qu'on décrivait ce matin. C'est un des gros enjeux qu'on va voir, c'est de faire du réemploi. Si vous devez faire du réemploi et que vous le prenez comme une contrainte, bah, vous ne ferez pas grand-chose. Mais on peut être très imaginatif aussi. En fait, c'est se dire, bah, demain, dans les grandes tendances, et c'est ce qu'on va travailler l'année prochaine, c'est de se dire bah, comment on produit un espace quand on doit se mettre d'accord entre un utilisateur et une direction ou un financeur dans une situation de dialogue de projet classique et ce développement durable qui vient perturber finalement la manière dont on fait de l'architecture depuis toujours. Hein. Ça, c'est un autre bouquin des années 70 de Henri Raymond qui explique ça. Cette commutation en architecture, et l'architecture est le fruit d'un dialogue. Et là, on a un dialogue tripartite qui est en train de s'imposer. L'intensification n'est qu'un exemple, mais un des principaux moyens, parce que 70% de l'émission d'un immeuble, c'est sa construction. Donc il faut bien construire et bien utiliser. Donc, de développement durable, ça crée des opportunités. J'imagine que Mathieu, tu es entièrement en phase avec ça. Peut-être je te laisse le soin de conclure cette conférence avant de passer aux questions-réponses. Et je suis sûre qu'il y en aura beaucoup dans la salle, en tout cas, je l'espère. Comment le développement durable permet de participer à l'intensification des usages dans un immeuble et puis finalement doit mettre tout le monde d'accord quand on sait quels sont nos enjeux en matière écologique 2030-2050. Ce qui est sûr, c'est que si on prend le sujet du développement durable par les freins et par les irritants que ça provoque, on ne pourra pas emmener en fait, j'ai envie de dire, les masses et les collaborateurs vers du changement. Donc il faut montrer, c'est un peu, je pense, le fond de tout ça, la désirabilité en fait de ces nouveaux modes de travailler et d'habiter. Et puisque pour terminer et peut-être faire le lien avec la conférence de demain, oui, il y a des freins. Maintenant, ils sont identifiés, mais voilà, il y a eu un gros travail, notamment réalisé par Paris Co, qui est l'agence d'innovation de la ville de Paris, et Léonore Slama, pour apporter des réponses très concrètes et notamment juridiques sur ces freins. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il y a des micros sur des pieds. Alors, je ne sais pas si c'est pour chanter ou poser des questions, mais je n'ai pas très bien compris. Mais emparez-vous d'eux si vous avez des questions. Ne soyez pas timide. Pas de questions? Moi, j'ai une question. C'est pour toi, Marc. Je suis sûre que tu ne vas pas me répondre. Parce que je la pose à chaque année. Chaque année, tu me dis, je ne sais pas. C'est quoi le thème du prochain club Cardam et du prochain livre blanc? Ah si, c'est le travail durable.
Bon. C'est cette production de travail. Jean-Marie a parlé du sujet de génération aussi qui va nous arriver. Aujourd'hui, il y a une situation qui est assez étonnante où il y a autant de gens qui ont plus de 60 ans, voire plus, que de gens qui ont moins de 15 ans en France. Voilà, ça nous pose quelques questions sur l'avenir du travail si on se place en 2050. Et donc ça veut dire que ça va se traduire comment C'est-à-dire que vous allez réfléchir à comment ça va se traduire dans les espaces. C'est ça. Et je ne vais pas faire des mauvaises blagues, hein, parce que je sens que ça ne va pas être bien compris. Donc je m'arrête là. Mais ça veut dire quoi? On va réfléchir. Non. Donc c'est s'intéresser finalement à l'avenir des modes de travail, l'avenir démographique. Donc qui va travailler demain, avec quels outils? Donc on a parlé d'IA un peu. Quel contexte de développement durable, quels immeubles, comment on peut les construire. Donc on va vraiment travailler dans cette vision-là de ce que c'est le mode de travail durable. Et ça recommence quand? En janvier. Ok. Juste peut-être un dernier message pour vous dire que vous pouvez les télécharger une nouvelle fois, les livres blancs des conférences, tome 1 et tome 2, via ce QR code. Et puis que les experts de Cardam sont à votre disposition encore ici un petit peu. On a encore quelques minutes si vous voulez leur poser des questions en direct avant de libérer la salle. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, à demain. Demain matin, c'est ça? Demain matin à 11h30 pour la suite de ce cycle, puisque je vous l'avais dit ce matin, nous sommes dans un cycle et donc dans un voyage. Et la troisième étape sera demain matin pour le sujet sur la densification.